on était déjà en train de discuter avec Christian Parizeau qui nous a rejoint, économiste et conseiller auprès d'Aurel BGC. On a ces déclarations, Christian Parizeau, de Stephen Miller qui datent de la nuit sur CNN. Si on avait encore des interrogations sur ce que veut faire Trump au Groenland, écoutez, on débriefe juste derrière. La question est de quel droit le Danemark revendique-t-il le contrôle du Groenland? Sur quoi se fonde sa revendication territoriale? Qu'est-ce qui justifie que le Groenland soit une colonie du Danemark? Les États-Unis sont la puissance de l'OTAN. Pour que nous puissions sécuriser la région arctique, protéger et défendre l'OTAN et les intérêts de l'OTAN, il est évident que le Groenland devrait faire partie des États-Unis. Personne ne va se battre contre l'armée américaine pour l'avenir du Groenland. Voilà, c'est quand même assez clair, ça doit appartenir aux États-Unis, le Groenland. Oui, alors d'autant plus que ça fait froid dans le dos parce que M. Trump, il peut intervenir sans demander l'avis au Congrès. On voit que ça peut être une intervention très rapide. Il se moque du droit international. Et puis, on sait que derrière, l'Europe a un gros problème, c'est que c'est un nain politique parce qu'il n'y a pas de force armée. Donc, ça renforce l'idée que l'Europe, de plus en plus, doit renforcer ses armées. Donc, on l'a vu, boursièrement parlant, les investisseurs jouent cette thématique de la défense, mais c'est pas pour rien. Parce que on voit qu'aujourd'hui, pour exister économiquement, d'avoir des consommateurs, c'est pas suffisant. Il faut avoir des porte-avions maintenant. Donc, je pense que ça renforce, mais ça veut dire qu'à très court terme, Trump, il va jouer à fond cette force militaire et que maintenant, on est face à la Chine, face à la Russie, face aux États-Unis, qui utilisent finalement leur possibilités militaires pour imposer leur idée. Et Trump, derrière le Groenland, on sent que Trump a une vision alors qui ne touche pas du tout l'américain moyen, qui est pas vraiment, mais qui est dans l'idéologie de tous ceux qui sont autour de lui, qui est d'assurer aux États-Unis des réserves suffisantes de matières premières pour avoir des matières premières le plus bas possible, sous influence américaine, qui coûte le moins cher. L'exemple type, c'est qu'avec le Venezuela, maintenant, on va dire, si on considère que les États-Unis mettent le Venezuela sous leur influence politique directe, c'est 30% des réserves de pétrole mondiales qui sont sous influence américaine. Donc ça, vous dirigez le monde. Voilà, avec ça, ils savent qu'ils auront, quoi qu'il arrive, du pétrole pas cher, bon marché, entre guillemets, parce que je dis ça paraît simple, mais en moyen terme, ils ont assuré qu'ils ne seront pas dépendants du Moyen-Orient dans leur pétrole. Donc, ils assurent ça, et maintenant, son objectif, c'est très clairement d'être indépendant de la Chine, de plus dépendre des terres rares de la Chine, de plus dépendre de minerais, et donc, pour lui, donc ça, c'est le Groenland. C'est le Groenland, et donc, on sent que pour lui, c'est un objectif vraiment stratégique. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est pas illusoire, enfin, sur ses paroles, derrière, on pourrait dire c'est du Trump, il fait de la com, mais derrière il y a quand même une idéologie qui est de dire on doit avoir les États-Unis qui ont des matières premières pas chères, structurelles, avec des capacités qui sont. Alors après, le Groenland, c'est pas pour demain. Demain, ils vont pas explorer tout ce qu'il y a sous le sol. C'est pas fait, c'est très coûteux. Mais en tout cas, on cherche des justificatifs pour assurer et ne plus dépendre de la Chine, notamment sur les terres rares. Donc c'est un objectif, et surtout ce qui fait peur, c'est que M. Trump s'embarrasse pas du droit international. Donc ça rend très probable que cette année, on a des crises assez majeures là-dessus. Christian, vous disiez c'est très loin des préoccupations de l'Américain moyen. L'Américain moyen, il suit là la politique étrangère de Donald Trump? C'est ça que je trouve, c'est peut-être la seule limite qui va arrêter Trump. S'il y en a une, c'est pas le Congrès américain, c'est vraiment l'opinion publique américaine. Et là, on voit qu'il y a un vrai écart. C'est-à-dire que si on prend les sondages qui ont été réalisés hier, sur l'intervention au Venezuela, il n'y a qu'un tiers des Américains qui l'approuvent. Donc la majorité des Américains sont contre cette intervention, et 72% des Américains nous disent qu'ils s'inquiètent véritablement de cette intervention. Ils veulent pas que les États-Unis gèrent le Venezuela. Donc derrière les sorties de M. Trump, l'Américain, lui, il veut une chose, l'inflation, le pouvoir d'achat. Et donc l'Américain, ce qu'il regarde, c'est que M. Trump le rassure sur sa situation personnelle, sur son pouvoir d'achat. Et finalement, faut bien comprendre, c'est que la majorité de l'électorat de M. Trump est plutôt isolationniste. Il veut pas des interventions internationales. Donc je dirais que s'il y a un élément qui peut arrêter M. Trump aujourd'hui, c'est pas l'ONU, c'est pas les Européens par leur diplomatie, c'est véritablement l'électeur américain. Et c'est les mi-termes, ça reste l'objectif. C'est les mi-termes. Et s'il voit que l'opinion publique, regardez juste un petit peu, on en parle beaucoup moins, mais les droits de douane, il a encore retardé à 2027 tout ce qui est droits de douane sur l'ameublement, et qui devaient monter au 1er janvier, il les a repoussés d'un an parce qu'il sait que les droits de douane sur l'ameublement qui étaient importés de Vietnam, de pays asiatiques, auraient impacté immédiatement le coût de l'habitat pour les Américains, et donc c'est quelque chose aujourd'hui que l'Américain ne supporte pas. Donc on voit que quand même, derrière ces droits de douane, on en parlait il y a encore un an, maintenant on va parler beaucoup de géopolitique cette année, je pense qu'on va mettre sous le tapis un peu ces droits de douane, il considérera que c'est fait, qu'il a eu ses accords, donc maintenant il va être beaucoup plus violent et beaucoup plus géopolitique, mais ce qui va l'arrêter, à mon avis, c'est l'opinion publique américaine
américaine qui le suit pas du tout dans ses délires. Mais est-ce que ça fonctionne? Vous disiez ils n'ont pas supporté ils ne supportent pas Trump sur son action sur Maduro, mais ils présentent Maduro comme l'origine de tous les maux, notamment sur le narcotrafic et la criminalité américaine. Ils rapportent toujours quand même cette question aux questions intérieures. Oui, mais comme il dit que tous les problèmes c'est lié à l'immigration américaine, que tous les délinquants se sont forcément... Mais ça marche pas dans le... Ça marche pas tant que ça quand on regarde dans le temps, parce que regardez, il y a une seule chose qui aujourd'hui c'est l'indice du Michigan, l'indice de confiance des ménages, l'indice, les enquêtes d'opinion. On voit qu'il a quand même beaucoup baissé. Alors là, il a un peu remonté dernièrement, mais parce qu'il a fait pas mal de discours sur l'inflation. Moi, je pense que dans la remontée récente, ça reste le sujet numéro un. Alors attention, quand on parle d'inflation, quand on interroge les gens ils vous parlent d'inflation, mais c'est plus un sentiment de pouvoir d'achat. Il ne faut pas croire que les ménages américains ont des salaires réels négatifs. Mais ce qui s'observe, c'est qu'aujourd'hui, ils ont un marché du travail qui est gelé, que si vous changez d'emploi, vous n'avez pas de forte hausse de salaire. Donc ça bloque quand même un peu la mobilité au sein des entreprises, surtout pour les jeunes générations qui ont du mal à s'intégrer au marché du travail actuellement et qu'ils n'ont pas de progression de carrière parce qu'ils bougent plus de leur entreprise. Les entreprises n'embauchent pas mais ne licencient pas, mais on est sur un marché qui est gelé. Du coup, on voit les salaires ralentir et donc face à ça, il y a une vraie perception comme quoi il gagne pas en pouvoir d'achat. Et il s'est fait élire quand même, faut le rappeler, en critiquant énormément Biden sur le fait que lui, il allait maîtriser l'inflation immédiatement et tout ça. Mais dans l'inflation, c'est plus une problématique de pouvoir d'achat derrière, c'est le ressenti et le fait qu'on a le sentiment qu'on n'a pas de gain, on vit pas mieux depuis l'élection de M. Trump. Et c'est ça qu'il va falloir qu'il communique maintenant. Et donc je pense que effectivement, ça reste la Fed son objectif majoritaire. Ça reste la Fed dans le sens qu'il veut faire baisser les taux pour faire baisser les taux hypothécaires et derrière permettre aux Américains d'acheter des maisons moins chères entre guillemets avec des coûts d'emprunt moins chers. Ça reste aussi son objectif d'envoyer des chèques aux Américains qu'il aimerait bien faire, mais il faudra que ça passe par le Congrès. Et il peut pas le faire de lui-même par un décret. Et ça s'annonce compliqué parce que c'est très coûteux pour les finances publiques et on sait que déjà elles vont être soumises à rude épreuve cette année. Et derrière, faut qu'il trouve une majorité. Et c'est pas une réponse à très court terme, mais il essayera, à mon avis, de jouer là-dessus. Et puis on voit que quand même pour les prochaines élections, ça va être l'élément phare. Donc on peut espérer quand même qu'il soit beaucoup pris par aussi ses aspects intérieurs. Et en tout cas, les Américains lui pardonneront pas s'il fait pas quelque chose en termes de entre guillemets de pouvoir d'achat, en termes de perception de pouvoir d'achat sur leurs finances personnelles. Ouverture des marchés dans 7 minutes, il s'est rien passé sur les marchés depuis le Venezuela. C'est pas un sujet pour. Alors, je vais pas être aussi tranché. Ça c'est pas. Oui, mais il y a eu quand même beaucoup d'arbitrage. Faut quand même reconnaître. On a eu quand même les valeurs pétrolières américaines qui ont bien surperformé, mais on sait que c'est pas une thématique de court terme. On voit les cours du pétrole n'ont pas beaucoup réagi parce que le Venezuela, de toute façon, demain ils vont pas doubler leurs exportations. Ça demande un peu d'investissement. Ça demande tellement d'investissement. Il y a beaucoup d'incertitudes politiques. On n'est pas du tout sur quelque chose qui est joué sur les marchés. On a quand même joué les valeurs pétrolières américaines, mais c'est anecdotique. Par contre, on a quand même vu l'or monter. On a vu quand même tout ce qui est... C'est un peu paradoxal parce qu'on a vu la bourse américaine qui est actif risqué monter et les valeurs dites de refuge monter aussi. Donc ça montre que quand même il y a une source d'inquiétude et je pense que les investisseurs commencent à intégrer aussi derrière ça quand même un vrai risque géopolitique. Alors ça se voit pas sur les actifs risqués parce qu'il y a toujours de l'appétit pour le risque. On est aussi sur l'idée qu'on va avoir quand même un soutien de la Banque centrale américaine, donc ça a profité aux bancaires hier sur la bourse américaine. Donc on a eu des contre-effets un peu plus micro qui ont joué, mais attention, il y a quand même cette prise en compte de ce risque géopolitique et la réaction de l'or, le fait que l'or monte encore ce matin en Asie montre que quand même il y a quelques investisseurs qui s'inquiètent réellement et puis surtout qui est très inquiétant, c'est le fait que les taux longs n'ont pas baissé. Les taux longs d'État ils ont baissé un petit peu sur la séance de lundi et puis on voit que ça repart à la hausse. Donc ça montre que quand même il y a pas véritablement, il y a encore des craintes et on intègre ces craintes.